hypocrite. Au nom de la République française, nous ne sommes pas dupes. Des hypocrites, des hypocrites. Au nom de la République française, ce sont des tartuffes. Les Insoumis pour une 6ème République, pour une société égalitaire, pour combattre le libéralisme qui détruit tout ce qui touche l'homme, les animaux, et donc pour revenir à une société plus juste. Pourquoi en France, chaque habitant de France, chaque humain qui touche le sol de France ne pourrait pas se soigner, se loger, s'instruire, être protégé dans un système social équitable? C'est tout à fait possible. C'est pour ça que je milite, c'est pour ça que je rejoins ce grand mouvement qu'est la France Insoumise. Je rejoins le mouvement de la France Insoumise et en tant qu'insoumis parce que je n'ai jamais pu supporter l'injustice, toutes ces injustices qui sont autour de nous, que ce soit la pauvreté, que ce soit les différences qu'on peut faire entre les femmes et les hommes au niveau du travail, et la liste est très longue. Donc je pense qu'aujourd'hui il faut que nous, les citoyens de ce beau pays qu'est la France, nous prenions les choses en main et que nous accompagnions la candidature de Jean-Luc Mélenchon en 2017 pour la présidence de la République. Moi je m'appelle Philomène, j'ai 18 ans, je suis étudiante en arts plastiques. C'est la première fois que je vote en 2017 et je vais voter pour Jean-Luc Mélenchon parce que je suis d'accord avec ses idées pour mon futur. Alors pourquoi je fais partie du mouvement des Insoumis? Voilà, tout simplement, brièvement, je vais essayer de vous le dire. Je suis insatisfaite des conditions de travail, des conditions de femmes, conditions de mères, conditions de travailleuses à l'heure actuelle dans mon pays qui est la France. Je me suis toujours intéressée au mouvement politique, aux luttes syndicales, à l'associatif, enfin différents mouvements où on prend les choses, où on donne les choses. Et là, je me suis intéressée plus précisément au programme de Jean-Luc et j'avoue que j'y retrouve pas mal de choses qui répondent à mes questions et à mes questionnements. Donc voilà. Il est évident pour moi de participer à la campagne de la France Insoumise. Alors je crois que Jean-Luc Mélenchon est le seul candidat et sera le seul candidat apte à s'opposer à la gouvernance européenne ultralibérale et totalitaire et qu'il permettra, comme il l'a promis, je ne doute pas du tout de sa parole, de rendre la parole au peuple. Bonjour. Pourquoi j'ai rejoint la France Insoumise? La question m'a un peu déconcertée. Je n'ai jamais été politisée ni encartée de ma vie. Mais j'ai très vite réalisé que c'était dans mes gènes, qu'être insoumis c'est être résistant et qu'il est temps de résister, que les valeurs auxquelles je suis très attachée, l'humain, la condition humaine, les valeurs de fraternité, les valeurs d'humanisme, les valeurs de solidarité sont piétinées par des gens animés par une cupidité invraisemblable et que donc je dois maintenant m'engager pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour les générations à venir, pour que cette planète arrête d'être détruite telle qu'elle l'est, pour que les gens qui travaillent aient de quoi vivre avec leur travail, ce qui n'est pas le cas actuellement, pour que les gens, nos anciens qui ont travaillé dur pendant des années, aient des retraites qui leur permettent au minimum de survivre, ce qui n'est pas le cas non plus. Et pour toutes ces choses, toutes ces valeurs que ce mouvement préconise, et il y en a tellement, je ne peux pas toutes les énumérer, mais essentiellement ce sont celles-ci. Remettre la fraternité, la solidarité, l'humain au centre du débat. En 2017, j'ai décidé de soutenir le mouvement des Insoumis mené par Jean-Luc Mélenchon parce que son programme correspond le mieux à mes idées, plus de justice sociale, de l'écologie, du développement durable évidemment, une répartition des richesses et surtout la 6ème République qui mettra fin à la 5ème République devenue obsolète et permettra également aussi d'éviter une certaine dictature républicaine en diminuant les prérogatives du président de la République. Ce qui est également aussi important, c'est que le mouvement des Insoumis est un mouvement regroupant certes plusieurs partis, mais ce ne sont pas les partis qui sont
au cœur du fonctionnement des Insoumis, ce sont surtout des citoyens qui ont envie de s'engager dans une certaine mouvance défendant une idéologie et des valeurs socialistes, le vrai socialisme évidemment, afin de faire évoluer cette société et de la rendre la plus juste possible par rapport à l'époque dans laquelle nous vivons. Donc en 2017, je voterai Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis. Bien. Pourquoi la France Insoumise ? Eh bien déjà parce que depuis longtemps j'entends les arguments de Jean-Luc Mélenchon qui m'ont toujours séduite dans la mesure où ça remet de l'espoir dans la politique et dans une société nouvelle. En effet, je trouve le pessimisme ambiant et les jeunes en particulier qui sont vraiment dans un désespoir important, leur faire comprendre aussi que la politique peut amener des axes d'espoir. Alors, bien sûr, je pense que le programme de Jean-Luc Mélenchon permet cet espoir-là, aussi bien au niveau écologique qu'au niveau de l'humain, et particulièrement, justement, remettre l'humain au centre des débats plutôt que la finance. Voilà, j'ai rejoint donc cette France insoumise, aussi parce que je ressens en moi cette insoumission depuis très très longtemps. Bien, j'ai choisi de rejoindre le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, parce que c'est le seul politique à gauche qui remet en cause les traités ultra-libéraux européens qui nous gouvernent depuis un certain nombre d'années, trop longs, et qui sont illustrés par les propos récents de Jean-Claude Trichet, qui disait que les Français devaient admettre des restrictions, des coupures dans leur salaire, dans leur temps de travail, etc. Et de faire aussi bien que les Allemands qui ont commencé ça il y a quelques années avec le plan Hartz. Et disait-il, c'était pour cela que les Allemands accueillaient mieux les migrants, puisqu'ils étaient plus dans la panade que nous, et que de cette façon-là, ils étaient à leur niveau. Donc si la politique de notre pays, c'est de rabaisser tous les seuils sociaux de façon à ce que on puisse entrer en sorte en concurrence avec les migrants, et je trouve que c'est vraiment déplorable et que c'est faire très peu de cas de la dignité humaine et du travail humain. Voilà. Demandé pourquoi je m'étais engagée dans la France Insoumise. Alors moi, j'ai deux raisons principales. Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, mais je vais vous citer les deux principales. Alors la première, c'est parce que Jean-Luc Mélenchon a parlé dans son programme qu'il allait convoquer une assemblée constituante pour modifier, pour faire, disons, une autre constitution. Changer les règles du jeu, puisque la Constitution de 1958, on voit bien qu'elle est à bout de souffle et qu'il faut changer donc ces règles du jeu. Donc moi, ça me convient parfaitement, une élection au suffrage universel d'une assemblée constituante qui va travailler, peut-être pendant plusieurs mois d'ailleurs. C'est un travail long et difficile, donc pour élaborer une nouvelle constitution pour la France. La deuxième raison pour laquelle je me suis engagée auprès de Jean-Luc Mélenchon, c'est parce qu'il a dit, j'ai entendu dire, que la France n'avait rien à faire dans l'OTAN. Donc j'espère qu'on sortira de l'OTAN. Je suis absolument de cet avis, la France n'a rien à faire dans l'OTAN. L'OTAN d'ailleurs n'a aucune raison d'exister aujourd'hui, depuis la chute de l'URSS et la dissolution du pacte de Varsovie. Je ne comprends pas pourquoi l'OTAN existe toujours. Et que la France soit dans l'OTAN, ça nous entraîne dans des guerres extérieures, dans des aventures militaires vraiment déplorables. Et voilà, je soutiens ces deux grandes propositions qui sont dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Avant, pour les élections, je votais pour un candidat pour ne pas avoir l'autre. Pour les prochaines élections, ce sera la première fois que j'aurai le choix de décider de mon cadre de vie, de son environnement, de ses règles avec lesquelles j'espère être plus heureux. Quand je lis le programme de la France Insoumise, je veux en faire partie. Je veux résoudre ces problèmes de vie qui auraient dû l'être depuis longtemps. Il y a aussi tellement d'inégalités et de pauvreté dans notre pays
qui devrait être plutôt un exemple dans de nombreux domaines. Donc j'espère et je souhaite une autre vie pour tous les Français, une meilleure vie républicaine. Il m'a semblé évident de rejoindre les Insoumis en tant que femme militante, en tant que citoyenne, de rejoindre donc Jean-Luc Mélenchon et son programme, l'avenir en commun, parce qu'il incarne toutes les valeurs auxquelles je tiens, comme le partage des richesses, la 6ème République, la transition écologique et sortir des traités européens. J'ai envie de donner un meilleur avenir à mes enfants. Et pour cela, il faut remettre l'humain au centre de nos vies. Et pour cela, donc, il faudra un véritable changement et se réunir avec les Insoumis, ensemble, unis, pour y arriver. Alors moi, ce que je voudrais parler du discours de Jean-Luc Mélenchon, son discours de Paris, à Tolbiac, que j'ai vu, qui m'a inspiré tout de suite l'histoire d'un t-shirt, donc j'ai choisi mon camp, j'ai choisi l'humain. Je pense que l'humain est vraiment au centre de la prochaine présidentielle et du monde, parce que c'est une catastrophe à tout niveau et que Jean-Luc Mélenchon est le seul, à mon avis, à en parler de l'humain, de la planète. Et je suis complètement effaré et attristé de voir qu'il est bien le seul à parler de ces choses-là. Hypocrite, hypocrite. Au nom de la République française, nous ne sommes pas dupes. Des hypocrites, des hypocrites. Au nom de la République française, ce sont des partis. Ma chère Marguerite, je suis bien arrivée à la caserne. J'ai retrouvé les copains de régiment que je ne pensais jamais revoir. Il y a beaucoup de nouveaux, notamment ceux qui avaient fait leur service avant moi. Nous sommes maintenant tous revêtus de nos superbes uniformes, pantalons rouge garance et longs manteaux gris-bleu assortis au képi. Reçois, ma chérie, mes meilleures caresses et mes plus doux baisers. Ton mari quitté. Dans notre petite chambre, ah, ce qu'on s'aimait tous les deux dans l'enfance. Ce n'est pas pour vous, c'est pour elle que je m'adresse à votre cœur. Il faut sauvegarder votre subsistance, l'approvisionnement de ceux qui défendent à la frontière la civilisation et le droit. Debout, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie, remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur le champ de bataille. Quand je fais les sillons avec cet engin, chaque fois que j'accroche une pierre, je reçois le manche
dans la poitrine. Je me rappelle de leur départ, dans les trains de notre merveilleuse mobilisation. Ces trains hâtifs, enguirlandés de fleurs, qui s'élançaient tous vers la même destination, la région de gloire et de désastre. Sans aucun pouvoir, j'assiste à l'arrivée des blessés épuisés après plusieurs jours de transport dans les wagons à bestiaux, couverts de plaies et de pansements infectés. Arrivé aux militaires, avec règlement intérieur et contrôle médical, s'il vous plaît. Nous qui étions pensés comme des agents de putréfaction, nous voilà désormais associés à l'effort de guerre. Quand je danse avec mon grand Barnabé, il a une façon de m'enlacer. J'en perds la tête, je suis comme une bête. Y a pas, je suis sa chose à lui, je l'ai dans le sang, quoi. C'est mon chéri. Ils ne devront attendre de nous aucun concours, aucun secours, ni matériel, ni moral. Nous savons ce que coûte la vie. Nous avons cette mission sublime de la produire et de la protéger. Et refusons l'œuvre de mort. Nous sommes l'ennemi naturel. Nous protestons contre l'autorité d'un contremaître trop entreprenant. À Paris, nous exigeons le paiement intégral du samedi et l'obtention d'une indemnité de vie chère. Tant que nous serons exclus de la sphère politique, nous devons partager tous les droits aux mêmes conditions que les hommes. Et pour cela, nous demandons le suffrage universel. C'est rompre avec toute une tradition d'éducation. C'est oublier les leçons de classe, des traités de morale exaltant le patriotisme. Pour faire entendre notre voix, nous empêcherons le départ des mobilisés. Nous nous coucherons sur les rails. Nous débaucherons les soldats envoyés pour réprimer les grèves, au risque de nous faire arrêter, emprisonner et traduire devant des conseils de guerre pour propagande défaitiste. Nous sommes épouses. Nous ne voulons pas être veuves par troupeau. Nous sommes mères. Nous ne voulons pas qu'on tue nos enfants. Nos enfants. Des millions sont morts. Des millions sont blessés. Des millions resteront aveugles, infirmes, mutilés, névrosés. Autant de veuves, d'orphelins, de parents qui ont perdu leur fils et qui n'auront pas de tombe pour les pleurer. Puisqu'ils nous ont chanté tout el far americano, il y en a plein qui ne veulent plus faire l'americano en ce moment. Plus jamais depuis mardi. Donc des remerciements aussi émus, et oui, émus, le mot est juste, à Monsieur Donald Trump, d'avoir été si brillamment élu et de me donner l'occasion d'introduire cette conférence par une de ses caractéristiques essentielles dont aucun média ne nous a parlé depuis mardi. Monsieur Trump est le chef des climato-sceptiques dans ce monde, sur cette planète. Il est encore un des derniers à prétendre que le climat n'est que le réchauffement climatique et l'urgence climatique. Non, et à prétendre que l'homme n'est pour rien dans ce réchauffement climatique et dans cette catastrophe écologique qui nous guette tous et qui avance désormais à grands pas. Donc merci Donald, merci Picsou, merci tous ces gens si sympathiques qui vont nous fabriquer et continuer à nous fabriquer une planète de rêve. Voilà, le 8 août 2016, la planète a franchi un stade irréversible. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans la dette écologique absolue. Juste pour vous donner, c'est-à-dire que le 8 août 2016, les hommes sur cette planète ont dû consommer tout ce que la planète avait produit depuis le 1er janvier. Pour vous donner une petite comparaison, sachez qu'il y a 30 ans à peine, et c'est très court, 30 ans, à l'échelle de la vie de la planète,
Cette date butoir était le 31 décembre 1986. Donc en 30 ans, nous avons perdu 5 mois de régénération de nos ressources terrestres. Mais c'est vrai que les nouvelles ne sont pas bonnes, que l'atmosphère terrestre a atteint un taux de dioxyde de carbone jamais atteint, c'est-à-dire 400 parties par million. Cet effet d'annonce aura-t-il un impact positif sur nos actions? Réussirons-nous à faire peur au peuple comme on nous le propose? Ou plutôt inciterons-nous enfin les gouvernements à réagir, ou plutôt à agir dans le bon sens? L'accord de Paris, signé il y a un peu plus d'1 an maintenant, à grand renfort de larmes et de violons, j'ai encore en mémoire les larmes du président de la COP21 au matin de l'aboutissement de la conférence, qui avait l'air d'avoir soudain découvert toutes les solutions géniales qui allaient mettre fin aux catastrophes. Est-ce que cet accord, qui devait, paraît-il, tout arranger, a changé quelque chose dans nos façons de vivre, dans la façon de gouverner de nos dirigeants? On n'a rien vu. On n'a rien vu se passer et tout continue comme avant. Nous ne sommes pas dupes. Hors de décision contraignante, rien ne sera possible. Or, l'accord de Paris, dont on nous rebat les oreilles à longueur de journaux, 145 pays l'ont signé, rendez-vous compte, même la Chine et les USA l'ont signé, eh bien, on n'a vu aucun effet en 1 an. Et pourtant, il devrait être entièrement mis en œuvre d'ici 2020. 2020, c'est demain. C'est pas dans 100 ans. Rien ne se passe. Aucun gouvernement, parmi les pays signataires, n'a pris de décision définitive et tout cela, pourquoi? Parce qu'aucun des articles de cet accord de la COP21, de la COP21 à Paris, n'était contraignant, c'est-à-dire qu'on peut continuer à faire comme avant, même si on l'a signé. Et c'est là que le bas blesse. Alors il y a des solutions pour régler le problème. Si je ne prends que l'exemple de l'agriculture, ici on est quand même dans une région éminemment agricole, c'est le productivisme forcené qui a mené à 3 impasses. Une impasse écologique, par la destruction des sols, par l'émission de gaz à effet de serre, par la production de nourriture de mauvaise qualité. Une impasse économique, bien évidemment, puisque les paysans trouvent face à eux non plus des circuits responsables et écologiquement responsables, mais bien au contraire, des industriels qui mettent le profit au-dessus de tout. Pour le fric, ils sont capables de tout et même de nous faire bouffer des trucs abominables. Et les agriculteurs ne sont pas les complices de cela. Ils sont malheureusement embarqués dans une spirale infernale, hors de laquelle certains d'entre eux, trop nombreux, pensent qu'ils ne pourront plus s'en sortir. Et enfin, une catastrophe et une impasse sociale, puisque les paysans disparaissent à une vitesse exponentielle, et qu'ils disparaissent aussi malheureusement parce que de nombreux paysans, aujourd'hui, se suicident. Donc voilà, seule la planification écologique peut permettre une modification radicale à ce niveau-là. Modification radicale de nos systèmes de consommation, pour commencer. Et évidemment, de production. Et si au contraire, on privilégie les circuits courts et les producteurs de proximité, tels que le maraîcher qui était là tout à l'heure, qui avait franchement à offrir des légumes et des fruits qui valaient largement ceux des supermarchés. Hein. Voilà, une telle agriculture, elle sera créatrice de 400 000 emplois. 400 000. Avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire que ces 400 000 producteurs, paysans en plus, il va d'abord falloir dans un premier temps les former. Donc
réouvrir des lycées agricoles de proximité, des lycées agricoles qui soient rattachés au ministère de l'Éducation nationale plutôt qu'au ministère de l'Agriculture. Ce serait beaucoup plus intéressant et beaucoup plus intelligent. Je pense que nous sommes tous conscients que nous sommes entrés en urgence climatique. Voilà, c'est arrivé, on n'y croyait pas, maintenant on y est. La catastrophe n'est plus à venir, elle est là. Ces gens continuent à promouvoir les grands projets inutiles. La personne qui était là tout à l'heure avec sa pétition sur le grand projet de ligne entre Paris et Lyon, le train à grande vitesse, c'est un grand projet inutile. Notre-Dame-des-Landes, c'est un grand projet inutile. La ligne Lyon-Turin, c'est encore un grand projet inutile. Le grand contournement ouest de Strasbourg, c'est un grand projet inutile. On nous le vend, bon, j'en parle plus facilement parce que j'arrive de cette région-là, mais on nous le vend comme étant la seule méthode pour désengorger les routes autour de Strasbourg. Nous qui sommes sur ces routes 2 à 3 fois par semaine, je peux vous dire que la solution pour désengorger les routes autour de Strasbourg, c'est de supprimer les camions, tout simplement, d'impulser enfin le ferroutage. Par exemple, il y a des camions par dizaines, par centaines, à longueur d'année sur ces routes. Et pour arranger ça, on va faire une autoroute supplémentaire. Ça ne va pas supprimer les camions, ça va les étaler un peu plus. Où est le gain écologique dans l'affaire? Zéro. Donc il continue à promouvoir les grands projets inutiles, à promouvoir les énergies fossiles aussi. La pérennité de l'industrie nucléaire empêche également le c'est pas qu'elle soit inutile en elle-même. Le problème, c'est que cette pérennité-là empêche la recherche et le développement sur des énergies de substitution. Il est là le problème. C'est pas qu'on veut fermer les centrales nucléaires là demain matin. Il faudra bien qu'on continue à s'éclairer et à se chauffer. On en est tout, et à cuire éventuellement nos légumes bio qu'on sera allé acheter. Donc il va bien nous en falloir de l'électricité. Personne n'a jamais eu l'idée qu'on revienne à la bougie et à la roue à eau. Encore que pour la roue à eau, je ne suis pas sûre que ça soit une mauvaise solution. Et donc, cette mise en place d'une véritable transition énergétique est freinée parce que les chercheurs on ne leur donne pas les moyens de leur recherche et donc voilà, on va dans le mur. Le 8 octobre à Notre-Dame-des-Landes, c'était aussi une mobilisation pour le climat, largement, puisque effectivement, on lutte à Notre-Dame-des-Landes contre l'installation d'un aéroport supplémentaire dont on n'a strictement pas besoin, il y en a un à côté. Pourquoi est-ce qu'on va en construire un second? C'est complètement stupide, et pourquoi pas 3, 4, 10, 25, pendant qu'on y est, un aéroport par village, et ce serait-il pas merveilleux? Voilà, donc cette mobilisation à Notre-Dame-des-Landes est vraiment exemplaire, de même que celle qui a lieu à Bure depuis des années, à Bure, en Lorraine, contre l'enfouissement des déchets nucléaires, justement. Il y a là-bas aussi une maison de la résistance qui s'est installée et où les gens se réunissent régulièrement et où des gens vivent aussi, tout simplement pour dire non à ce monde qu'on veut nous imposer d'en haut. Parce que nous, les insoumis, nous qui sommes là aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on s'est embarqué dans ce mouvement des insoumis? On avait tous des tas de choses fabuleuses à faire, je veux dire, aller en vacances, s'occuper de ses mômes, etc. Des tas de trucs très très sympas, hein, prendre l'apéro avec des copains, tout ce qu'on peut faire de génial dans sa vie. Eh ben non, on est là, ici, et on passe notre journée à discuter entre nous, à essayer de trouver des solutions. Pourquoi? Parce qu'on a décidé tout simplement de dire non à ce monde-là. Nous n'en voulons pas, nous disons non. Nous nous sommes déclarés insoumis pour cela aussi, pour lutter contre cette catastrophe qu'on nous a imposée d'en haut. Tous ces mouvements de lutte également, qu'on a vu fleurir ici et là,
les Nuits debout, qui n'était pas à proprement parler un mouvement de lutte, mais qui était quand même un mouvement de résistance. Toutes les manifestations contre la loi travail, toutes les manifestations contre le TAFTA, par exemple, tous ces mouvements de lutte, qu'on le veuille ou non, c'était des mouvements d'insoumission. Et on ne doit pas baisser les bras, on doit continuer à dire, on n'en veut pas, on n'est pas là pour ça. C'est pas pour ça qu'on est venu sur Terre. On est venu sur Terre pour profiter de cette fabuleuse planète qui nous est offerte, qui est magnifique, qui est bleue vue de l'espace. Mais si ça continue, elle ne sera plus jamais bleue, cette planète-là. Et tant mieux encore si nous, on y est toujours pour regarder ce qui se passe. Parce que ce sera ma transition, si vous voulez. Ce qui nous intéresse, nous, dans le sauvetage, parce que ça n'est plus de la sauvegarde maintenant, c'est du sauvetage de cette planète. Ce qui est intéressant, c'est pas de protéger les petits oiseaux et les arbres et les petites fleurs parce que c'est joli, bien sûr que c'est joli. Bien sûr que ce sera toujours fabuleux de voir un éléphant en liberté et que c'est infiniment triste de savoir qu'il n'y aura bientôt plus d'éléphants hors des parcs. Déjà, plein d'animaux ont disparu, y compris chez nous. Dans nos contrées, vous ne rencontrez plus que très rarement un coq de bruyère dans vos promenades, plus que très rarement un lynx. Les renards, ils arrivent encore un tout petit peu à se débrouiller parce qu'ils se sont acclimatés aux villes. Ils viennent faire nos poubelles, les renards. C'est pas fait normalement pour aller bouffer les poubelles, les renards, hein. C'est fait pour autre chose. Bon. Alors bien sûr, c'est très important de sauvegarder la faune, la flore de notre planète. Mais ce qui est encore beaucoup plus important, c'est de sauver l'homme. C'est l'humain qui nous intéresse tous. Or, cette planète forme un écosystème qui est le seul dans l'univers où l'être humain a pu se développer. Et donc, pour aborder le sujet de la planification écologique, je vais d'abord revenir un tout petit peu sur un terme qui m'est cher, c'est l'écosocialisme, mais tout est dans tout et tout va ensemble. Donc c'est un courant qui a vu le jour dans les années 70, et les plus, allez, je ne vais pas dire les plus âgés, les moins jeunes d'entre nous se souviennent très certainement de la campagne fabuleuse de René Dumont, qui a été le premier candidat véritablement écologiste dans cette République. Et René Dumont déjà prônait l'écosocialisme, donc c'est pas une lubie de Jean-Luc Mélenchon. L'écosocialisme, c'était bien antérieur à lui. Donc il est resté longtemps confiné à certains réseaux, des trucs un peu confidentiels, où on nous regardait un peu comme de doux rêveurs. C'est un véritable courant philosophique, l'écosocialisme. Pour commencer, il faut définir un nouveau modèle de progrès humain qui passe par l'idée merveilleuse du socialisme, oui, qui parle d'émancipation humaine par le partage et l'éducation, et toutes nos belles idées écologiques, elles passent par l'éducation, bien évidemment, pas seulement l'éducation dans les écoles, mais ça compte aussi, mais aussi l'éducation, ce qu'on est en train de faire là. Moi j'ai appris plein de trucs là aujourd'hui. C'est par cette éducation populaire-là qu'on arrivera à émanciper l'homme de tout ce qui l'étouffe actuellement, ce productivisme à outrance, ce grand n'importe quoi du productivisme agricole, comme je l'ai dit tout à l'heure, et du productivisme forestier aussi. Il y a mieux à faire de nos vies que ce qu'on est en train d'en faire là. Voilà, une croissance sans fin, c'est stupide. Alors la planification écologique, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un mot qui fait peur parce qu'on entend planification. Et en général, planification, ça ramène, vous savez, les Russes, les Gosplan, tout ça, Staline avait planifié le premier plan, le 5e plan. C'est pas du tout ça qu'on veut faire, évidemment. Sauf que ce que je vous disais tout à l'heure, on n'y arrivera pas tout seul, chacun de notre petit coin. C'est pas possible. Si on ne planifie pas à plus haute échelle et à l'échelle de nos gouvernants, on ne pourra pas freiner le mouvement. Donc, on est bien d'accord, c'est l'État
qui doit impulser tous les grands projets sur un mode écologique. C'est bien l'État qui nous offre clé en main les trains à grande vitesse dont on n'en a que faire parce qu'on habite toujours plus ou moins loin d'une gare et à la limite, nous on préférerait plusieurs petits TER plutôt qu'un seul gros TGV qui va nous emmener à Paris et si moi de chez moi je vais aller à Metz, ben, j'ai pas de train pour m'y amener. Voilà. Alors il a beau y avoir des beaux TGV, rutilants, flambant neufs, ça ne m'amène pas à faire mes courses à Metz. Voilà. Donc, la planification écologique, c'est une impulsion du modèle écologique qui tient compte du caractère fini de la planète, donc du caractère qui n'est pas extensible à souhait. À un moment, ça craque, c'est fini. Et des risques climatiques qui sont induits par la consommation des débris. Ça se fera aussi, cette planification écologique, par la maîtrise de l'énergie, de sa production bien sûr, mais aussi de sa consommation. Vous savez que la première source d'énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. L'eau également, ça fait partie de la planification écologique. L'eau, l'accès à l'eau doit être garanti à tous. Les premiers mètres cubes gratuits. C'est pas normal que la personne qui est au SMIC, ou même pas au SMIC, qui n'a que très très peu de revenus, paye son mètre cube d'eau le même prix que Maurice ou Tartampion pour remplir sa piscine. C'est pas normal, on ne veut pas lui interdire d'avoir une piscine. Mais il faut qu'il paye sa flotte plus cher que celui qui s'en sert uniquement pour se laver ou faire cuire ses pommes de terre. Et puis on a également une planification au niveau de l'aménagement du territoire. Vous savez tous comme c'est intéressant, ces méga structures commerciales situées à 1 km ou à 5 km des centres-villes. Vous êtes obligé de prendre votre bagnole pour aller faire vos courses. Et même si vous résistez, vous êtes bien obligé, parce que des petits commerces dans les patelins, il n'y en a plus. Réanimer les centres-villes et villages, favoriser l'agriculture respectueuse du producteur et du consommateur, aider à l'émergence des circuits courts, c'est hyper important, quoi. D'aller acheter chez le petit maraîcher qui est au coin, qui est à 2 km de chez vous, le faire vivre lui aussi. Cesser d'exploiter la forêt et la mer de manière irresponsable, c'est hyper important, ça aussi. Réduire les déchets, bien évidemment. Ça tombe sous le sens, c'est pas le tout de les trier. Il faut en faire moins. Sortir des énergies carbonées et des énergies fossiles. Je parle de la forêt parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, parce qu'on n'en a jamais parlé. Personne ne vous en parle à la radio. Les postiers se suicident, oui, et c'est très bien qu'on en parle. Les infirmières se suicident maintenant. On vit dans un tel monde que les infirmières se suicident sur leur lieu de travail. Et on a oublié de nous dire qu'en 4 ans, il y a 22 agents de l'ONF qui se sont suicidés sur leur lieu de travail. Et un qui a été poussé tellement à bout qu'il a fini par assassiner son collègue. Je ne sais pas si vous voyez dans quel schéma on vit, quoi. Des mecs qui ont fait le choix d'un métier qui amène au calme, à la sérénité. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau et de plus serein qu'un milieu forestier? Ben, on pousse ces types-là tellement à bout qu'ils en arrivent à se suicider. Et de ça, personne ne vous parle, parce qu'on les presse comme des citrons. L'État s'est mis dans la tête de privatiser l'ONF, alors que c'est un service public fabuleux. Monsieur Le Foll envoie les CRS gazer les gardes forestiers quand ils manifestent devant le siège à Paris. La forêt, c'est important. La forêt, c'est grave, c'est très important. Et je revois aujourd'hui, en mai dernier, Ken Loach recevant sa 2e Palme d'Or à Cannes, le poing levé, et disant « Un autre monde est possible, oui, mais surtout un autre monde est nécessaire ». Et je terminerai ma petite intervention en espérant ne pas vous avoir trop plombé le moral. J'espère vous avoir donné envie de continuer, d'être insoumis plus que jamais, en vous citant un insoumis parmi les insoumis, qui nous aurait rejoints s'il n'était pas mort.
il y a peu de temps, Albert Jacquard, qui a été mon maître. J'enseignais les sciences et pratiquement dans tous mes cours, il y avait une citation ou une référence à Albert Jacquard, un homme précieux, un homme qui avait tout compris et qui n'était pas donneur de leçons. Albert Jacquard écrivait « L'objectif ne doit pas seulement être de construire la société de demain, mais de montrer qu'elle doit être différente de celle d'aujourd'hui. »
Merci beaucoup.